Et bienvenue dans votre ultime rendez-vous. C'est derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. Et on accueille aujourd'hui l'équipe des observateurs, Nathan Gallo et Mélie Der. Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, focus sur la bande de Gaza. Depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël le 18 mars, ce sont plus de 600 000 personnes qui ont de nouveau été déplacées. C'est dû à une politique d'évacuation de l'armée israélienne de plus en plus dure, qui vise désormais environ 4/5 du territoire gazaoui. Et pour visualiser tout cela, on va s'appuyer évidemment sur des cartes, des images aussi. Nathan Gallo, la première image qu'on aperçoit là à l'écran, c'est un tract d'évacuation qui est jeté à la population gazaoui chaque jour, c'est quotidien. Oui, c'est ça. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est un ordre d'évacuation mi-mai qui a été publié par l'armée israélienne et envoyé à la population gazaoui. Vous voyez, il y a une grande zone rouge sur Khan Younes. On peut lire en arabe « zone de combat dangereuse » et en bas à droite « évacuer immédiatement » vers l'ouest. Ce type de document, c'est des prospectus qui sont adressés à la population gazaoui qui leur ordonne d'évacuer une zone en particulier. Nous, depuis la fin du cessez-le-feu, le 18 mars, on en a décompté 33. Alors aux observateurs, ce qu'on a décidé de faire, c'est de cartographier justement tous ces ordres d'évacuation. Vous allez peut-être le voir à l'écran, en rouge. Alors c'est pas exactement ça, mais en gros ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de cartographier toutes les zones concernées. Voilà, exactement, elles arrivent par des ordres d'évacuation de l'armée israélienne entre mi-mars et le 29 mai. Cette carte, elle a été réalisée par notre collègue Liz Kinman, et son objectif, en fait, c'est clair, c'est de montrer la manière dont l'armée israélienne cherche à rassembler la majeure partie de la population gazaoui sur une zone finalement de plus en plus restreinte du territoire. Pour l'armée israélienne, ce n'est pas un but caché, au contraire, c'est un but assez clair de son opération militaire actuelle, les chariots de Gédéon, qui a été lancé mi-mai par l'armée. Début mai, je vous rappelle, un haut responsable de la défense israélienne avait déclaré à la presse que ce plan consistait en, je cite, « l'évacuation massive de toute la population gazaoui des zones de combat vers le sud de Gaza ». Voilà, c'est les zones rouges qui grossissent donc à vue d'œil de jour en jour. Au 29 mai, vous avez établi que 78% du territoire était concerné par cette politique de déplacement israélienne. Exactement. Alors il y a une nouvelle carte qu'on voulait vous montrer aux observateurs. C'est une autre carte plus détaillée. Voilà, exactement. Pour bien comprendre, il y a deux types de zones ici à distinguer. C'est la zone tampon en jaune. C'est quoi cette zone ? Elle enserre la bande de Gaza du nord au sud. C'est une zone qui est complètement occupée par Israël et qui est complètement interdite d'accès à la population gazaoui. Et vous voyez aussi en rouge, c'est des zones hachurées qui, justement, c'est toutes les zones qui sont concernées par les ordres d'évacuation qu'on a mentionnés. Ça concerne parfois quelques quartiers, mais parfois aussi ça concerne des villes entières, comme vous avez pu le voir avec Khan Younes par exemple. Que sait-on de ces ordres d'évacuation ? Vous nous montriez ce tract en début de chronique. Comment sont-ils communiqués à la population ? Alors comment ils sont envoyés ? Par différents moyens. Déjà via différents canaux numériques, on va dire. On pense par exemple à Telegram, à Twitter ou X, où poste régulièrement le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avishai Adrahi. Ces documents, après, ils circulent beaucoup sur les groupes de discussion locaux pour avertir la population, mais comme depuis le début de la guerre, comme vous l'avez dit en début de chronique, de nombreux tracts sont aussi largués par avion, par les airs. Ici, vous voyez à l'écran un tract similaire qui a été envoyé mi-mai. Il y a une question qui se pose, est-ce qu'ils sont limités dans le temps, ces tracts ? Et justement, alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a différents types d'ordres d'évacuation. Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne elle a régulièrement ordonné des déplacements très temporaires et très localisés en contactant la population directement, par téléphone, par SMS, pour leur demander de partir instantanément de leur logement. Mais ici, les 33 ordres qu'on a cartographiés et listés ici, depuis début mars, ils sont différents en fait, ils sont plus flous et justement ils sont beaucoup moins temporaires. Nous on a contacté l'armée israélienne avec l'objectif de mieux comprendre. Elle a déclaré que ces ordres d'évacuation resteraient en vigueur tant que, je cite, l'activité militaire se poursuivait dans les zones d'alerte. Alors c'est pas très clair, il y a des organisations humanitaires et l'ONU qui estiment que ces ordres de déplacement sont toujours actifs à ce jour. Nous avons contacté justement l'OCHA, vous savez, c'est l'organisme des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Ce qu'elle nous a dit, c'est qu'elle a fait savoir qu'il considérait que ces ordres restaient en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient publiquement annulés par les autorités israéliennes qui l'ont émis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce jour, aucun ordre d'évacuation n'a été officiellement annulé par l'armée. Alors, quand on reçoit ces ordres d'évacuation, encore faut-il avoir les moyens de se déplacer. Mélie, est-ce que toute la population est en capacité de respecter ces consignes formulées par l'armée israélienne aujourd'hui ? Non, alors comme vous l'avez dit, on parle ici de 600 000 personnes déplacées de force entre le 18 mars et le 21 mai selon l'ONU. Les déplacements se font dans des conditions très dures. Il faut savoir que les véhicules et l'essence se font de plus en plus rares, mais une grande partie de la population n'est plus capable de reprendre la route.
On a contacté de nombreux Palestiniens et Palestiniennes qui ont quitté la ville de Khan Younes en mai dernier. Et ce qui ressortait de nos échanges était leur grande détresse et surtout leur immense fatigue. Il faut aussi savoir que certains sont accompagnés de proches âgés, malades ou même handicapés et qui ne peuvent tout simplement pas envisager de prendre la route. Là, je vous propose d'écouter maintenant ce qu'en dit Caroline Bedos, coordinatrice des opérations au Moyen-Orient pour Médecins du Monde. Il faut quand même rappeler que toute la population de Gaza a déjà été déplacée une fois, parfois 4, 5, 6, 8 fois. Donc c'est des conditions qui sont extrêmement difficiles et plus les populations sont vulnérables, donc les personnes âgées ou les enfants, plus c'est critique. Et puis après, l'absence de moyens financiers et de moyens de subvenir à leurs besoins fait qu'ils préfèrent rester dans un territoire où ils ont encore des proches. De notre côté, on a également contacté Mohamed, il vivait à Khan Younes avant de recevoir un avis d'évacuation le 19 mai dernier. Il est père d'un jeune garçon autiste et il craignait de repartir. Il nous a expliqué que la situation dans les zones vers lesquelles l'armée les envoyait était beaucoup plus difficile que ce qu'il vivait déjà. Mais après une ultime menace de l'armée israélienne de bombarder leur maison, il s'est résolu à partir. Mohamed, qui fait donc partie de ces 600 000 personnes qui ont été contraintes de se déplacer depuis la mi-mars. Où se rendent ces personnes au juste ? Alors pour les habitants du sud de la bande de Gaza comme Mohamed, donc, qui viennent surtout des villes de Rafah et Khan Younes, l'armée israélienne les renvoie vers la côte, dans le camp de déplacés d'Al-Mawassi. Il faut savoir que ce camp est déjà surpeuplé depuis des mois et il abrite aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de déplacés. Les conditions de vie sont extrêmement critiques, la nourriture, l'eau, l'essence et les abris sont de plus en plus rares. On peut observer donc sur ces images satellites l'augmentation du nombre d'abris à Al-Mawassi entre mars et mai 2025. On voit notamment que toute la zone donc, le long de la plage, qui était jusqu'ici inhabitée, est aujourd'hui remplie de tentes et d'abris précaires. Et jusqu'au 18 mars, l'armée israélienne décrivait Al-Mawassi comme une zone humanitaire, mais contrairement à ce que ce mot peut laisser penser, l'armée ne l'a jamais considérée et désignée comme une zone sûre, et l'a même attaquée plusieurs fois. Et c'est pareil aujourd'hui en fait, les zones vers lesquelles l'armée israélienne envoie les populations civiles ne sont pas pour autant des zones sûres, elles sont même régulièrement bombardées. Donc un exemple parmi d'autres de ce phénomène, à Gaza City, dans la nuit du 25 au 26 mai, 20 personnes ont été tuées lors d'un bombardement israélien sur un camp de réfugiés, comme vous le voyez sur ces images. Pourtant, plusieurs ordres d'évacuation publiés quelques jours plus tôt invitaient les habitants du Nord à se diriger vers cette même zone. Voilà, il n'y a pas donc de zone refuge où on soit à l'abri aujourd'hui. Comment est-ce que l'armée israélienne justifie aujourd'hui cette situation ? Alors on a contacté l'armée israélienne qui a affirmé que leurs ordres d'évacuation étaient là pour protéger les civils. Dans son message, l'armée a indiqué se conformer au droit international, mais ce n'est pas l'avis de plusieurs ONG, dont l'organisation juridique israélienne Gisha, que nous avons contactée et qui a pour mission de protéger la liberté de déplacement des Palestiniens. On écoute. When we talk about open-ended displacement orders and about bombardments of the safe zones and the denial of return or access to aid, even, it all creates de facto target areas, and they amount to more than operational choices. They suggest unlawful practices such as collective punishment and forcible transfer and the use of starvation as a weapon of war. Et effectivement, selon la Convention de Genève sur la protection des personnes civiles, l'évacuation des civils doit rester temporaire avec la possibilité d'un retour en toute sécurité. Et en plus, les articles 55 et 56 imposent de garantir aux personnes déplacées un accès à la nourriture, aux soins médicaux, à l'hygiène et à un abri convenable. Voilà, des images et une réalité évidemment qui ont poussé la communauté internationale à réagir, à faire pression sur Israël, l'État hébreu qui a finalement été contraint quand même de rouvrir la distribution, en tout cas partielle, de l'aide humanitaire, Nathan. Oui, exactement, mais aussi finalement avec un objectif quand même de poursuivre cette politique de déplacement. Je vous laisse regarder cette carte où on va vous montrer les 4 centres de distribution qui ont été installés récemment par l'armée israélienne. Au sud de l'enclave palestinienne, voilà, pour l'essentiel. Exactement, ce sont les points bleus. Donc en fait, il y en a 4. Il y a un seul centre pour l'ensemble du nord de la bande qui est situé au sud de Gaza City, donc c'est quand même assez peu. Et les 3 autres, ils sont à Rafah. À Rafah, mais où exactement ? Dans la zone tampon. Cette zone tampon, comme je l'ai dit, qui est toujours étroitement contrôlée par l'armée israélienne. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous se trouvent à proximité directe de zones où la population a été appelée à évacuer, notamment à Al-Mawassi. L'objectif ici, il est clair, pousser toujours plus la population à se diriger vers ces zones pour justement, afin qu'elles aient accès à cette aide humanitaire. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces centres de distribution, rappelons-le, sont devenus des zones très dangereuses pour la population. Hier encore, 27 personnes qui attendaient l'aide à Rafah ont été tuées quand des soldats israéliens ont ouvert le feu selon la défense civile palestinienne. On vous l'a dit, ces zones tampons, qui représentent quand même la moitié du territoire, elles sont devenues des zones interdites à la circulation pour la population. Et donc, de fait, elles sont devenues des zones de grand danger.
Voilà, la gestion des flux de population, notamment par le biais de l'aide humanitaire, constitue une arme redoutable de la vie de beaucoup pour contrôler cette population palestinienne. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose des discussions actuelles qui se poursuivent malgré tout? On n'en parle pas beaucoup, mais est-ce que ça peut donner quelque chose et permettre notamment aux Gazaouis de rentrer chez eux? Oui, c'est ça, on en parle depuis fin mai. Il y a plusieurs enjeux sur ces discussions finalement qui patinent un peu entre le Hamas et Israël. On pense notamment au retour des otages, on pense à la libération de prisonniers palestiniens, à la durée du cessez-le-feu, mais aussi et surtout à la présence militaire à long terme de l'armée israélienne à Gaza. Le Hamas, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un retrait complet d'Israël de la bande, ce que refuse complètement l'État hébreu et ce que refuse aussi le médiateur américain Steve Witkoff. Donc on ne sait toujours pas finalement si des zones entières de la bande de Gaza resteront contrôlées par l'armée israélienne sur le long terme, ce qui empêcherait de fait un retour de la population gazaoui sur ces terres, dans ces zones qui, rappelons-le, ont été pour certaines complètement rasées, comme à Rafah. En tout cas, une chose est sûre, la situation, elle demeure très critique pour la population qui fait toujours face à une guerre qui s'intensifie. Dimanche, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a ordonné à l'armée de, je cite, « continuer à avancer dans Gaza contre toutes les cibles, indépendamment de toute négociation ». Voilà, le travail des observateurs de France 24, indispensable pour comprendre, notamment grâce à ces cartes et ces images vues du ciel, ce qui est en cours dans l'enclave palestinienne, à retrouver sur le site des Obs. Merci à tous les deux.